Grande crise démocratique dans le mouvement national. On a invité des acteurs du mouvement 80. Donc, M. Saïd Loman va nous parler du mouvement 80. Nous avons aussi voulu avoir le point de vue d'un sociologue qui a fait dans ses travaux des études comparatives entre le mouvement de 80 et le mouvement de 2001, nous dire est-ce que s'il y a des ruptures, lesquelles, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi, quelles sont les analogies, les différences entre les deux mouvements, les différences de conséquences en termes d'organisation politique, en termes d'expression, de structuration associative. Hélas, nous avons un contretemps. M. Chakel ne pourra pas intervenir avec nous dans ce séminaire parce qu'il a un grave problème personnel de dernière minute qui l'empêche de se connecter avec nous. Son point de vue va forcément me manquer au format que nous avions imaginé pour cette rencontre, mais certainement on aura d'autres occasions pour l'interroger, organiser quelque chose avec lui. Dans la même veine d'organisation, nous avons pensé à un modérateur qui, comme l'a fait Ben Mohamed tout à l'heure, donc en l'occurrence l'historien Ali Binoul, qui a travaillé sur l'histoire du mouvement berbère, sur l'histoire du mouvement national, et donc il va nous introduire le débat, il va faire une modération dans le sens où il sera l'artisan de la petite fabrique de sens, dans le sens où il va interroger les intervenants après sur les impensés, s'il voit qu'il y a quelque chose qui devrait être mis en avant, etc. Bien sûr, la salle aussi interviendra dans les débats. Tout à l'heure, dans l'intervention de notre amie marocaine, Mariam Demnati, il ressortait quelque chose de très clair, c'est le lien entre le mouvement démocratique, le mouvement pour la construction d'une nation démocratique et la revendication amazigh. Et peut-être l'expérience marocaine, comme d'ailleurs l'expérience algérienne dans les années 80, il y a eu cette rencontre entre le mouvement associatif, la revendication amazigh et le mouvement politique qui a permis des mobilisations extraordinaires. Dans les couloirs, il y a un ami qui m'a susurré quelque chose à l'oreille et je pense qu'il a raison. Il y a un lien entre toutes ces luttes, cette lutte pour le Tamazight avec Mandela qui vient de nous quitter. Il a proposé qu'on fasse une minute de silence pour rendre hommage à la grandeur de cet homme. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vous propose qu'on fasse une minute de silence pour rendre hommage à ce grand homme et inscrire la revendication amazigh dans son universalité et aussi dans son africanité. Bravo. Merci beaucoup. Sans tarder, je vais passer la parole à l'historien Ali Binoul. Merci Omar, merci à Magda qui nous a invités pour parler du passé. Vous avez tout à l'heure, avec son équipe, on parle du présent et on parle du passé. Donc, Toufik Allen m'a demandé de faire un état des lieux de sa documentation, de la bibliographie sur le mouvement berbère et plus particulièrement sur la crise dite berbériste de 1949. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire parce que très peu d'écrits, du moins des écrits sérieux, ont été consacrés à cette question. On peut parler d'un avant et d'un après Harbi, parce que avant lui, il y avait quelques écrits de militants, qu'ils soient, comme on dit, entre guillemets, berbéristes ou pas. Mais je pense qu'il y a eu une dynamique après Harbi, et après Harbi, et Omar Kabir aussi. Voilà, donc le bilan, la moyenne est très maigre pour ce qui est de la question de la crise 49, pour ce qui est du moins
de l'historiographie. Mon intervention, c'est pour un peu baliser l'intervention de Sadat Hajaras, qui est un militant de cette période. La définition de la nation par les nationalistes algériens pendant la période coloniale n'a pas pris en considération toute l'histoire du pays et les nationalistes n'ont pas pu ou voulu procéder à une critique de ce passé national. Le colonialisme a produit un discours de négation de la nation algérienne et a déclaré l'islam et l'arabe étrangers à l'Algérie. Sa présence en Algérie était présentée comme une reconquête d'une terre jadis latine et chrétienne. Face à cette définition, une partie de l'élite algérienne, dont les nationalistes, a répondu en inversant le miroir. À la latinité et à la chrétienté, elle oppose l'arabe et l'islam. Les critères d'appartenance nationale deviennent non pas politiques et universels, mais culturels. Culturels, j'inclus bien sûr la religion. Culturelle et linguistique. L'Algérie est pour cette élite arabo-islamique, elle est arabo-islamique. Cette définition implique le chevauchement de la notion de communauté religieuse et celle de la nation. Il y a un chevauchement entre la communauté religieuse et la nation. Cette conception pose problème. C'est quoi le problème? En fait, elle exclut tout ce qui est non musulman et non arabe. Elle fait fi du passé dans sa globalité et valorise le croyant en détriment du citoyen. Asservit l'individu à la collectivité, consacre la ségrégation des sexes. Elle n'admet pas la diversité, pensée comme un danger pour la cohésion de la Oumma, de la nation au sens unique. Le berbère, la berbérité, se trouve ainsi en dehors du cercle, parce que porteur, selon l'arabo-islamisme, pas seulement, de germes de division. En fait, ceux qui ont pensé l'Algérie de cette façon n'ont pas pris en considération la réalité du pays et, comme je l'ai souligné, ont ignoré l'histoire. Le discours nationaliste du premier quart à peu près du XXe siècle a coïncidé avec l'émergence de nouvelles élites kabyles issues de l'école française. Ces élites, conscientes de leur berbérité, étaient sensibles au discours puisé dans les théories raciales développées par l'école française et les écrits des théoriciens français de ce siècle. Ces théories faisaient des Kabyles l'antithèse des Arabes. Les uns démocrates, anciens chrétiens, peu attachés à l'islam, évolués et surtout aptes à devenir français. Les autres, despotes, chauvins, arriérés et porteurs de tous les défauts. Et définis arabes sous cet angle comme et définis arabes, tout Algérien, ils ont de la langue arabe, en plus pour la majorité de ceux-ci de leur origine berbère. Le but recherché était de montrer que la majorité des Algériens n'étaient pas d'authentiques Algériens, du moins d'authentiques autochtones. Et donc, s'ils ne sont pas des autochtones, donc ils sont des envahisseurs. Très influencés par ce discours colonialiste, arabophobe et islamophobe, et par ce mythe intériorisé, le mythe kabyle, partisans d'un laïcisme agressif, ils développaient l'idée selon laquelle l'islam est responsable de la régression dans laquelle se trouvaient les Algériens. Cette religion est qualifiée par l'un d'eux de chloroforme d'une efficacité ordinaire. Il rejette sur le plan ethnique le discours qui fait des Algériens des descendants des Arabes d'Orient et se revendique berbère et européen. Elle, la Berbérie, écrit Hassan el-Ahmaq par exemple, est un lambeau de l'Europe et en tout cas plus européenne que cette contrée de l'Europe orientale qu'on appelle la Russie. Ébloui par les maigres réalisations coloniales pour les indigènes, visibles surtout dans l'enseignement,
ils soutiennent la mission civilisatrice de la France. Sur le plan politique, ils ne conçoivent pas l'avenir de l'Algérie en dehors de la puissance coloniale. Sur le plan de la production culturelle, ils sont les premiers kabyles à publier en français sur leur propre société. Boulifa, par exemple, auteur d'un ouvrage sur l'histoire du Djurjura à travers l'histoire, nous a fait connaître, comme ne l'a fait aucun auteur avant lui, la poésie de Si Mohamed et les instituteurs, etc. Ce discours sert de levier pour légitimer un discours contradictoire, alimenté par d'autres évolués, issus des écoles arabes et musulmanes, les ulama, qui rejettent ce discours en bloc. Ces dernières, ou bien ces ulama, mettent en valeur l'islam et la langue arabe, et s'attaquent dans leurs écrits, discours, prêches, à la politique d'évangélisation, aux écrits des historiens, ethnologues, idéologues de la colonisation. Ils réservent leur discours acerbe aux indigènes naturalisés, reconvertis ou non, qualifiés de tournés, ceux qui ont pris la veste. Même s'ils le revendiquent comme eux l'assimilation et non l'indépendance, ils la conditionnent à la sauvegarde du statut personnel arabe et musulman. Les ulama ont apporté une autre vision de l'histoire de l'Algérie. Dans leur quête de l'histoire de ce pays, l'Algérie plonge ses racines dans la préhistoire et reconnaissent l'existence des autochtones, les berbères. Eux, ils disaient Amazigh. Ils la rattachent aux habitants de la péninsule d'Arabie par leur origine. Ces berbères que l'islam, je cite le baptiste, que l'islam a arraché à la chrétienté, ne peuvent toujours, selon les ulama, être dissociés de leurs frères d'Orient musulman. Je cite toujours les ulama. Le discours défendu par leurs adversaires berbérophiles algériens est qualifié de berbérisme. Ce vocable est l'une de ces voies que la communauté, telle que pensée par les ulama, puis par les indépendantistes, devait dénoncer comme source de division de la Oumma. Ces idées anti-berbéristes n'ont pas laissé indifférents les nationalistes indépendantistes de l'étoile nord-africaine, puis du PPA et du PPA-TLD. Ils épuisent leurs arguments pour se défendre des thèses colonialistes qui tendaient à les dévaloriser. Ils étaient, eux aussi, allergiques à toute idée de berbérisme. La hantise obsessionnelle de la division devait les conduire à combattre avec acharnement toute opposition à leurs opinions unicistes et unanimistes. Le berbérisme est dénoncé comme projet colonialiste tendant à diviser la nation algérienne. Ces nationalistes, arabophones, berbérophones, et il y en a beaucoup de berbérophones parmi eux, étaient alors sincères avec eux-mêmes et pensaient réellement le berbérisme comme une menace. Les choses vont changer avec l'arrivée de jeunes lycéens et étudiants kabyles, et je précise kabyles, dans le mouvement indépendantiste PPA-TLD durant et après la Seconde Guerre mondiale, par eux, ils deviendront vite des cadres de ce parti, au niveau national et au niveau local. Ils souligneront très tôt les faiblesses doctrinaires et organisationnelles de leur parti et demanderont des explications à leur direction. Cette dernière est restée sourde un moment, puis déclenche une répression contre ces cadres. C'est ce qu'on appelle la crise dite berbériste de 1949. On peut revenir tout à l'heure sur les péripéties de cette crise, parce que je pense qu'on n'a pas assez de temps pour développer ce point, mais il faut souligner une chose très importante, c'est qu'ils ont publié un écrit, une brochure qui s'appelle L'Algérie libre vivra, donc, et l'un des auteurs est avec nous, Sadat Hadjas. Donc ces militants, ils se revendiquaient de l'aile radicale du mouvement indépendantiste. Certains d'entre eux, comme je le dis, faisaient partie même du bureau politique, Hossein Ahmed, Omar Siddiq, et du comité central, Mahi Ben Naï, Ammar Hamouda,
et Saïd Bouza. D'autres étaient des dirigeants de l'organisation paramilitaire, donc Hamouda, dont ils ont imposé la création au congrès qui s'est tenu en février 1947 à Alger. D'autres encore occupaient des responsabilités à des échelons importants, comme dans la commission de presse du parti, notamment avec Ben Hussein et Hannin, Yahya Hannin et Ismail Amioun. Ou bien au sein du comité fédéral de la Fédération de France, comme Mohamed Sayah, Rachid Al-Yahya, Aït Abdelkarim Ahmed et d'autres. Quelques-uns d'entre eux ont même pris le maquis en mai 1945. Alors lycéens, Houssinet Ahmed, Amaroud Hamouda, Osdiq et d'autres. Et vivaient dans la clandestinité pour échapper à la police française. Les reproches, que reprochaient les opposants à ce qu'on a appelé les berbéristes? Les reproches on les a stigmatisés comme berbéristes. En fait, c'est pour ne pas toucher les vraies questions. Les questions, c'est la lutte pour le pouvoir au sein du parti et le manque de programme politique. On a eu recours à la technique de l'amalgame et du soupçon. On reproche aux opposants, par exemple, d'avoir, et je cite des documents de l'époque, entrepris une campagne de division, d'avoir diffusé une propagande d'opposition raciale artificielle et de prétendre ériger la Fédération de France en parti autonome. À l'époque, c'était quelque chose d'énorme. Ils sont traités de comploteurs à l'intérieur du parti pour le désorganiser et faire le jeu de l'impérialisme et d'ambitieux malhonnêtes, de faibles d'esprit, d'égarés et d'inconscients, de non-loyaux et des alliés inespérés de l'impérialisme. Alors, qui pouvait s'aventurer à critiquer leur discours sans être accusé d'être antinational? Le vocable de diviseurs, saboteurs, ennemis de la nation, mais aussi ennemis de l'islam, sont condensés en un stéréotype de berbérisme. Donc le berbérisme, ça voulait dire ça, tout ça. La crise de 1949 est assez réduite à une formule simple, mais fort ridicule. Ressassée durant plusieurs mois au moment de la crise et reproduit ultérieurement dans les discours à chaque fois qu'un différend éclate dans l'un des protagonistes kabyles, ce stéréotype devient une arme redoutable, d'une légitimité indiscutable. Il suffisait de dire berbériste et ça voulait tout dire. Le livre, pour ceux qui ont lu Youssef Ben Khadda, déjà dès le départ, il annonce la couleur. Berbérisme, colonialisme, etc. Donc, ce n'est pas la peine de dire le reste parce que, voilà, ils sont condamnés d'avance. La seule voie autorisée à parler était celle de la direction. Le stéréotype devient un absolu. Après, un peu, je ne sais pas si j'ai du temps, mais... oui, la lutte contre ce qu'on a appelé les berbéristes et le discours sur la crise de 1949 n'ont pas pris fin à l'issue de cette crise. On retrouve toujours le discours. Le discours est réactivé par exemple en 1953, 1954 pendant la guerre d'indépendance et notamment en 1956 ici en France. Il sera réactivé à l'indépendance durant la crise du FFS de 63-65. Si la répression des militants par la direction du parti a été violente par son discours et la force physique, parce qu'il y a eu des bagarres, il y a eu une tentative d'assassinat en 49, août 49, durant la guerre d'indépendance a été plus violente encore. Plusieurs anciens opposants berbéristes, en 1949, ont été passés par les armes. Il s'agit d'Amaroud Hamouda, Ali Benay, Saïd Akli, Ali Fahad,
qui ont été assassinés entre 1956 et 1958 par les chefs de la Wilaya 3 pour, disait-il, berbérisme, parfois communisme, parfois messanisme. Donc, en réalité, c'est pas cool. Leur adhésion au FLN était perçue comme une menace par les chefs du FLN au Kabylie, le subordonné en 1949. La révolte du FFS, parti unanimement catégorisé comme parti kabyle, la régionaliste, sous l'impulsion de Hussein Ahmed, a réactivé le syndrome berbériste et toutes les représentations plus ou moins délirantes qui y sont associées. Peu d'anciens militants de 49 l'ont suivi dans son initiative. Même si les rivalités de personnes ne sont pas étrangères à ce fait, la peur d'être une autre fois montré du doigt comme diviseur a dû compter dans la prise de la décision de ces militants de ne pas participer au FFS. Bien sûr, il y a aussi le roman national que l'Algérie indépendante entreprenait d'écrire. Il devait être sans accroc ni tâche. L'histoire officielle a sacralisé le FLN et a tenté de purifier le passé de l'Algérie. L'Algérie indépendante a hérité du mouvement national, sa définition de la nation. Ces textes fondateurs définissent l'Algérie comme exclusivement arabe et musulmane, et là je ne vous apprends rien, et ne tolèrent aucune diversité. Comme en 1949, toute autre identification était alors perçue comme un élément de division. Quiconque s'aventurait à aborder la berbérité de l'Algérie prenait le risque de se voir soupçonner l'instrumentalisation de cette question à des fins politiques. Plusieurs auteurs des années 70 et 80 qui voulaient écrire sur cette question prenaient en considération tout ce que je viens de dire. Il fallait avoir du courage intellectuel, mais aussi courage politique pour écrire sur cette question. Et sur ce point, je remercie vivement Mohamed Harbi d'avoir osé pour écrire ce qu'il a écrit sur la crise camerounaise. Je vous remercie. Nous allons reprendre le fil donc, historique. Nous allons donner la parole à Salah Hajras. Je ne sais pas si tout le monde connaît Salah Hajras. Hajras est un ancien du parti, est un ancien déjà des SMA, scout musulman algérien. Il est né en Kabylie. Il a connu d'autres régions d'Algérie tout en étant enfant parce que son père était enseignant. Donc il a visité la région de Médéa et tout, où il a vécu pendant longtemps. Il a bien aux SMA environ des années 42, voilà, 42, 43. Et il rejoint le lycée de Belaknoun en 44 et devient militant du PPA-MTLD en 44, du PPA plutôt, parce que le MTLD c'est après. Et il est l'un des rédacteurs, comme je l'ai dit, de l'Algérie Libre Vivra, président de l'association des étudiants musulmans algériens, l'Aïman, de l'Afrique du Nord, pendant une année, en 49-50. Il quitte, ou il est exclu du PPA MTLD suite à la crise dite berbériste, et il rejoint le PCA quelques temps après et devient l'un des responsables du PCA.
Il est l'un des négociateurs avec Ben dans l'intégration des combattants la liberté. Et à l'indépendance, il devient opposant au régime et dirige le PAX, Parti de l'avant-garde socialiste, jusqu'à 89 ou 90. Voilà, mes chers amis, d'abord vous dire mon grand bonheur d'être parmi vous. Je vous dis, franchement, j'étais émerveillé tout à l'heure. Malheureusement, je n'ai pu assister qu'à une partie des exposés. Malgré moi, je n'ai pas pu arriver plus tôt. C'était pour moi une espèce de bain de jouvence, un retour sur la jeunesse. En quelque sorte, je me suis senti me recycler dans le mouvement culturel berbère. Et vraiment, c'était enthousiasmant. Et c'était une façon pour moi de jeter un regard à nouveau sur ce que nous avions commencé à faire à l'époque. J'ai pu mesurer le parcours extraordinaire depuis. Et ce qui fait que j'essaierai de vous en donner quelques éléments tout à l'heure. Enfin, je vous dis franchement, je me recycle. Là, on dit dire qu'un terre d'aimer. C'est une espèce de préhistoire. Et puis, nous avons devant nous, ça me donne l'impression que nous avons devant nous un long chemin encore fécond et combatif, évidemment. Voilà. Avant de commencer ce que je voudrais exposer, j'ai 2 ou 3 messages à passer. Mais je commence d'abord pour ce que je voulais dire pour Mohamed Harbi, parce que je crains qu'il, pris par d'autres obligations, qu'il s'en aille. Je voudrais rendre hommage à celui qui, selon les termes de l'époque, aurait été accusé d'être berbériste pour avoir diffusé la brochure de 49. Mais ça a une grande signification, parce que pour dire, et qui confirme bien que la défense de la culture berbère à ce moment-là n'était pas une prise de position politique séparatiste, berbériste, mais que, à sa façon, Mohamed Harbi a montré que c'était une cause démocratique. Et c'est important parce qu'il n'est pas le seul arabophone. Je crois que cette brochure ça a été un deuxième sauvetage de la brochure. Je crois qu'elle a été transmise par Djilali Mbarak. Le Hussein a transmis à Djilali Mbarak. Et après un moment où il était question peut-être de la rééditer dans une revue favorable à la culture berbère, je crois que ça ils ont traîné des pieds, et puis c'est en définitive la revue Souel qui a publié ce document. Et c'est pour moi qui était à ce moment-là dans la clandestinité, vraiment c'était une grande bouffée d'oxygène, parce que je me rendais compte qu'une cause aussi démocratique trouvait enfin à s'exprimer, et il y avait une continuité. Et bien auparavant... Tu parles bien de la brochure de Yété de Ouattani, la brochure qui était diffusée en 1949 et qui avait disparu de la circulation. Et c'est là que je voulais en venir. Ce n'était pas la première fois que ce sont des arabophones qui ont sauvé cette brochure. Parce que lorsqu'elle est sortie de l'imprimerie en 1949 et que la direction du MTLD voulait s'en emparer au prix de brutalité, ils l'ont fait un peu trop tard parce que la brochure a été prise en main quelques heures plus tôt et par des arabophones de l'Arba, des camarades de l'OS, qui étaient dans l'OS, que je connaissais très bien, qui, en toute connaissance de cause, ont véhiculé la brochure, l'ont stocké et qui ont facilité par la suite la diffusion. Ils étaient 3 dans
nom seulement de l'un d'entre eux, qui a terminé comme chef de zone de l'ALN jusqu'à l'indépendance. C'était Ahmed Zahafi. Et ils l'ont fait en connaissance de cause. C'était, disons, un indice de plus que c'était une cause qui n'était pas une cause identitaire. Au plan politique, je parle. Si au plan culturel, c'était effectivement une cause identitaire, généreuse et légitime, au plan politique, il y avait dans le pays, à condition que les militants en question soient informés correctement, il y avait vraiment un souci unitaire et ils ne voyaient pas dans l'expression en berbère, en kabyle, par exemple, une atteinte à l'unité nationale. Je dis que, par exemple, dans le même village, à Al-Ba'ad Moussas, il y a 30 km au sud d'Alger, il y avait un groupe scout. Eh bien, ils ont chanté Kalamis Nazir, ils ont chanté des chansons encore plus, des arabophones, hein, attention, des chansons encore plus difficiles, comme dit Jar Moudel. Eh bien, ils ressentaient ça comme un enrichissement. Et y compris les chefs de la Médersa n'ont rien trouvé à redire à ce moment-là. C'est pour vous dire que le problème était une question d'information. Et à l'Alba même, lorsque la crise a éclaté et que par la suite les dirigeants du MTLD, Haoul Hussein, il y avait Saïd Amarani, qui sont venus, la rencontre s'est déroulée dans une forêt communale de l'Alba en pleine nuit. Ils étaient venus en accusateur, j'étais absent, évidemment ils ne m'ont pas convoqué. Et au bout de un moment, c'est un maquisard de 8 mai 45 déjà, de l'Alba, un arabophone évidemment, qui a pris la parole pour déplorer qu'on s'attaque comme ça à des militants sérieux, qu'on connaît, etc. Et il a été assez dur à ce moment-là d'ailleurs, à tel point que la réunion s'est débandée. Ils n'ont pas pu. À Tiaret, c'est-à-dire lorsque Haït Amalan était présent, également, je ne me souviens plus qui était venu faire l'exposé accusateur. Il y avait Saïd Amalani, qui a d'ailleurs traité Haït Amalan. Vous voyez, vous avez devant vous le pape de la berbérité. Mais ils ont discuté toute la nuit, c'est une section du PPA arabophone, mais ils n'ont pas réussi à convaincre les militants il y avait des coupables là qu'il fallait dénoncer, qu'il fallait isoler. Le problème, c'était évidemment que, disposant de l'appareil organique du parti, ils ont semé, comment dire, la mauvaise parole. Et finalement, je suis parti d'une façon un peu décousue. Je ne suis pas l'ordre de... Il faut dire que ça faisait suite à l'affaire qu'a évoqué tout à l'heure Ali Gnoun, la tentative d'assassinat de Farhat Ali. C'était en août 49. C'était, disons, le point culminant de la crise. C'était le moment, je reviendrai peut-être, bien que ce sera difficile de revenir dans les détails sur toutes les... Je conseillerais, si c'est possible, je ne sais pas, parce que ça n'a pas été numérisé, le récit de la crise a été très bien fait, et ça a paru dans la revue Sou'al à l'époque, en 1980, par Mabrouk Ben Hussein. Et c'est un récit vraiment fiable dans les grandes lignes. Entre parenthèses, je vous signale, c'est un des messages que je voulais faire passer. Mabrouk Ben Hussein, que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours, se disait vraiment impressionné par la persévérance avec laquelle les militants poursuivent la même cause, etc. Je tenais à faire passer le message, en même temps que l'autre message de Ali Ihya Saïd. Ne confondez pas avec Rachid.
Ali Yahya Saïd était lui aussi un des militants qui ont participé à ce mouvement démocratique j'appellerais lanceur d'alarme à l'époque. Ce n'était pas un mouvement, disons, de contestation qui voulait faire du séparatisme. C'était un mouvement c'était même pas un mouvement, c'était un réseau de proximité qui voulait mettre en garde contre les dérives. Alors, Ali Yahya Saïd était un des 4 Ali Yahya que j'ai connus. Il y a eu Medjid, il y a eu Abdel Nour, les droits de l'homme, il y a eu Rachid, qui était à cette fédération du MTLD en 48-49 au moment de la crise. Saïd, lui, militant modeste, mais qui m'impressionnait par sa sagesse, son sang-froid, et y compris dans des situations difficiles, comme lors de cette tentative d'assassinat de Farhat Ali. C'est lui qui a, entre autres, auprès de Farhat Ali, a pu lui faire signer cette déclaration qui démentait l'article provocateur de l'Écho d'Alger. Parce que, imaginez-vous que l'Écho d'Alger, c'est-à-dire le représentant de la presse coloniale, avait dit voilà, il y a création d'un nouveau parti séparatiste kabyle qui s'appelle le PPK, c'est-à-dire au lieu de PPA, ce serait le PPK, Parti du peuple kabyle. C'était vraiment absurde, vraiment, parce que à l'époque, c'était inimaginable qu'un Algérien, à plus forte raison, un nationaliste, puisse parler d'un parti kabyle. Même dans les délégations financières, c'est-à-dire les assemblées colonialistes de l'époque, il y avait une section kabyle et une section arabe. Depuis un moment déjà, ça n'existait plus. Autrement dit, si un militant PPA osait se réclamer de la kabylité, d'une façon séparatiste, c'était un suicide politique. C'était vraiment invraisemblable. Eh bien, imaginez-vous que la direction du MTLD a laissé passer cette accusation grotesque, cette insinuation grotesque, inspirée par le service du gouvernement général, par le deuxième bureau, sans réagir. Ils n'ont pas voulu réagir. Il a fallu que Farhat Ali, qui avait subi cette tentative d'assassinat, à l'hôpital, c'était une blessure très grave. Il avait la poitrine transpercée. J'ai pu le soigner plus tard, quand il est convalescent, il est venu à Alger. Eh bien, Farhat Ali a signé une mise au point, une déclaration très ferme, qui est connue maintenant, je crois que dans l'ouvrage Chronologie du mouvement berbère, Ali Benoun l'avait reproduit, c'est bien ça. Mais, disons, il n'y aura jamais de parti du peuple kabyle. Et il renouvelait avec force l'affirmation de l'unité du mouvement national. Eh bien, la direction du MTLD elle a continué à faire, c'était un silence vraiment coupable, criminel à ce moment-là, parce que sans mesurer les conséquences, ils ont laissé courir le bruit d'une telle énormité. Évidemment, ça servait de propagande tendant à culpabiliser ce courant qui n'avait d'autre but que de lancer l'alerte, c'est-à-dire de dire que les fondements du mouvement national et du parti sur lesquels était censé lutter le parti du peuple algérien étaient en danger. Et je voulais ajouter à ce sujet, il voulait évidemment accréditer, tout à l'heure Ali Benoun l'a évoqué, il voulait accréditer l'idée que nous faisions le jeu du colonialisme et de cette position française bien connue, classique à l'époque, qui tendait à opposer les Arabes et les Kabyles, évidemment avec une certaine sympathie pour les Kabyles, censés être plus intelligents, alors que les Arabes sont fanatiques, fourbes, etc. Bon, je passe de... Eh bien, en fait,
si les dirigeants du PPA-NTLD avaient pris le soin d'analyser, mais ils n'en étaient pas là, les positions du gouvernement général, le plus grand danger à l'époque pour ce gouvernement général, c'était l'aile radicale kabyle qui avait réussi 2 ans auparavant, en 1947, au Congrès à faire voter la création de l'OS, l'organisation spéciale, pour laquelle les dirigeants du NTD, y compris Messali, etc., étaient plutôt tièdes. Et à cette occasion, Ben Ali, Amarou Hamouda, Aït Ahmed, etc., ont défendu ce point de vue, mais ils l'ont fait réussir. Pourquoi? Parce qu'il y avait les responsables, les cadres arabophones étaient avec eux, les plus radicaux évidemment. Ils étaient avec eux, ils ont fait passer ça. Et lorsque les militants, les cadres, en particulier de Grande Kabylie, ont soulevé la question d'une ligne beaucoup plus cohérente, beaucoup plus révolutionnaire, le gouvernement général a senti ce danger. Et vous savez qu'à la même époque, à peu près, sur qui comptait le gouvernement général? Eh bien, c'était sur le courant islamo-arabiste qui était représenté au grand jour par l'organe le Maghreb al-Arabi, qui était dirigé par le Cheikh Zahiri, un ancien ulama défroqué, et en fait, qui faisait de la démagogie nationaliste, qui avait livré son journal le Maghreb al-Arabi, il l'avait mis à la disposition du NTLD. On m'a dit, c'est à vérifier, que c'était également un familier de Messali, etc. C'est là qu'on trouvait les propos les plus virulents pour l'arabité, pour l'islamité, non pas dans ce qu'il pouvait avoir de progressiste à l'époque, mais dans ce qu'elle pouvait avoir vraiment de plus favorable au colonialisme anglais, arabe, etc., qui était à l'époque représenté à la Ligue arabe, avec les monarchies arabes. À l'époque, vous aviez le roi Farouk qui était encore en Égypte, il y avait, comment s'appelle-t-il, Faisal en Irak, etc., qui seront plus tard renversés. Mais pour les dirigeants du NTLD, c'était vraiment c'était j'allais dire la Mecque, non, c'était vraiment il y avait des choses grotesques que la Ligue arabe allait nous libérer. Il y avait même des scénettes qui étaient jouées à l'occasion de circoncision, de mariage, etc. Je me rappelle, où il y avait des gens qui prenaient soi-disant le téléphone. Allô, la Ligue arabe, quand est-ce que vous viendrez? Et bon, alors voilà le bourrage de crâne qui existait, qui tenait lieu de politique, et contre lequel nous nous sommes, indignés, voyant qu'il y avait un très grand danger. Eh bien, ce Cheikh Zahiri, ce directeur du Maghreb al-Arabi, s'est avéré finalement un agent du 2e bureau. Et il a été abattu au début de l'insurrection par le FUDAIN du FLN, parce qu'il s'est démasqué. Et voilà ce qu'on voulait nous présenter comme étant les porte-paroles du nationalisme algérien. Et donc je reviens au récit, puisque je l'ai pris en cours de route en partant de peut-être la façon la plus vivante et puis pourquoi est-ce que ce sont seulement et surtout des militants, des cadres de Grande Kabylie qui ont eu cette initiative? C'est là-dessus d'ailleurs qu'on tablait ces dirigeants du NTLD pour dire voilà, c'est un mouvement. Ils ont trouvé ce prétexte pour masquer tous les arguments, le mécontentement généralisé, je reviendrai tout à l'heure, qui existait dans le PPR, qui existait dans toutes les sections du pays. Je pourrais l'illustrer tout à l'heure.
Mais pourquoi ce sont des militants de Grande Kabylie? Il faudrait se garder de l'explication d'abord berbériste, telle que donnée par les... Ou bien, il y a une espèce de, comment dire, voilà, ils sont plus révolutionnaires que les autres, ils sont plus intelligents que les autres. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des raisons sociologiques, des raisons historiques, des raisons, comment dire, culturelles également, qui font que ce sont les militants qui ont été les premiers sensibles à ces dérives qui existaient dans le... Alors, je vous ai donné l'exemple, par exemple, des arguments grotesques de l'arabisme. Évidemment, les militants de Kabylie avaient une autre culture, une autre, non pas anti-arabe, mais ce qu'ils vivaient, ce qui les avait au départ engagés à la lutte pour l'indépendance, c'était les valeurs du terroir, c'est-à-dire comment dire, c'est inné, quoi. C'est comme l'air qu'on respire ou l'eau qu'on boit, ben ça venait, il fallait libérer. N'oubliez pas qu'il y avait des traditions de l'insurrection de 71, etc. Tout ça était encore vivant. Donc, chaque région du pays est venue à l'objectif indépendantiste, chacun à partir de ce qu'il ressentait, à partir de son terroir. Il appartenait au mouvement politique indépendantiste de faire la synthèse de tout cela, d'élaborer à partir de tout cela une conscience nationale qui soit unificatrice. Il y avait là, par exemple au lycée de Benaclion en 44-45, ça existait ce qu'on pourrait appeler l'auberge algérienne, en comparaison avec l'auberge espagnole. C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants, des lycéens venus de tous les coins du pays. Chacun venait avec ses propres représentations. Et ce qui était remarquable, c'était qu'il n'y avait pas du tout de, comment dire, d'animosité ou de divergence. Il y avait les habituelles plaisanteries entre Kabyles, entre Arabes, etc., mais qu'on prenait vraiment à la rigolade. Mais il y avait véritablement, on sentait un souffle nouveau, une volonté, chacun avec ce qu'il apportait, de faire, comment dire, de faire honneur à de ressentir, ça c'est un autre chapitre, c'est-à-dire l'éveil national qui s'est produit avec le bouleversement du débarquement anglo-américain, etc., qui a libéré mais il n'y avait pas d'animosité, etc. Vraiment, c'était à l'époque une atmosphère merveilleuse. En même temps qu'il y avait une soif, précisément, de donner un prolongement à ce que chaque militant, chaque lycéen, etc., ressentait à partir de sa propre région. Et cette soif s'exprimait par le souci de connaître notre histoire. Là, on était vraiment assoiffés ça s'est encore intensifié l'année suivante et les années suivantes quand on a été à l'université. On pourrait, pour être les premiers à la bibliothèque de l'université, de façon à pouvoir lire l'unique exemplaire de Charles-André Julien, sans compter tout ce qu'on apprenait au lycée, des auteurs latins, Sallust, Tacite, etc., sur le Jugurtha, sur Massinissa, etc. Mais d'autres, il y avait un ami intime de Ait Amran, qui s'appelait Mihobi, qui était un arabisant, c'était vraiment son ami le plus proche. Et très modeste, vraiment, je ne sais pas si on en avait entendu parler, mais c'était un arabisant. Et lui, c'est à partir cette algérianité, il l'a ressenti à partir du patrimoine culturel arabophone. Ait Amran lui-même, quand il a découvert la Mazérité, il le raconte lui-même. Il le dit, c'est à travers l'ouvrage de Toufiq al-Madani, des ulama, dans son ouvrage à propos de Carthage, je crois.
et où il y a également, je ne sais pas si c'est dans cet ouvrage ou un autre, où il y avait aussi une citation d'Ibn Khaldoun. Alors, étant donné, j'ai découvert la majorité à travers Ibn Khaldoun, un auteur qui a écrit en arabe. Donc, il y avait vraiment là tous les ingrédients susceptibles d'alimenter la conscience nationale, une conscience nationale qui était d'abord spontanée, instinctive. Nous l'avons sucé avec le lait de nos mères, qui nous racontaient, par exemple, si c'était des gens de Kabylie, ma grand-mère maternelle, elle pleurait en évoquant comment les terres de ses parents avaient été séquestrées pour les Alsaciens lorrains. C'est-à-dire, il y avait donc un mouvement spontané, et c'était la responsabilité de la direction du parti, c'était comme ça que nous le comprenions, de poursuivre, de faire un travail d'élaboration qui donne des assises à cette conscience, à ce patriotisme communautaire, disons, de façon qu'il devienne une véritable conscience nationale, c'est-à-dire prolonger le travail fait, qui avait commencé à être engagé à l'époque par l'Étoile nord-africaine, etc. Je suis d'accord avec ce que dit Alec Noun, à savoir une méfiance vis-à-vis de la vérité, une méfiance qui avait un caractère sain, ce n'était pas pour être contre la majorité, ça correspondait à un réflexe de défense. Mais l'Étoile nord-africaine, par exemple, a développé des dimensions de la conscience nationale, j'y reviendrai tout à l'heure, qui étaient ignorées, qui étaient même combattues par la direction du MTLD. C'était la dimension démocratique, la dimension révolutionnaire, la dimension sociale, c'est-à-dire des éléments que nous avons voulu mettre en lumière, notamment dans cette brochure « L'Algérie libre vivra ». Eh bien, c'était tout un volet, j'y reviendrai encore tout à l'heure, qui était non seulement ignoré, mais même parfois combattu. Au bénéfice de quoi? Au bénéfice d'une conception purement identitaire de la nationalité, c'est-à-dire l'arabité, l'islamité, et encore faut-il dire que c'était pas c'était vraiment des slogans. C'était des slogans, je vous ai donné un exemple tout à l'heure à propos de la Ligue arabe, mais c'était on ne voyait pas la différence entre les sermons qui se passaient dans les Nadi Islah, pour la bataille de Badr, etc., avec la nature du combat qu'il fallait engager. C'était des discours anachroniques et qui, en définitive, finalement, remplaçaient le projet national, le projet nationaliste, par des projets purement religieux et qui tendaient qui laissaient penser que l'Algérie n'existait pas avant l'apparition de l'islam. C'était d'ailleurs assez ridicule. Comment pouvait-on reprocher à des Algériens, enfin des Nord-Africains, d'être musulmans de ne pas avoir été musulmans avant la naissance du prophète? Vraiment, c'était... Mais il y avait des choses comme ça, des absurdités que nous ressentions. Il y avait un peu le niveau, je ne dirais pas le niveau zéro, mais un niveau vraiment assez bas de ce qui aurait été souhaitable que soit d'emblée, et dont il existait des éléments. Je ne dis pas qu'il y avait dans la prise de conscience nationaliste des années précédentes, et représentée par des dirigeants comme l'ami de Barine, etc. Il y avait vraiment des éléments de nationalité révolutionnaire. Mais il y avait comme une espèce de régression qui ensuite s'est cristallisée dans une espèce de bureaucratie fermée à tout ce qui pouvait, constituer un corps de doctrine nationale. Alors là, je reviens donc, c'est un peu désordonné, excusez-moi, mais j'expose. Il reste 5 minutes.
Et alors, je demanderai aux On va rajouter un petit peu, on va voter, allez, on lui rajoute un petit peu. 5 minutes. Alors, je vais essayer de résumer. Excusez-moi, je suis parti sur une autre commande. Mais c'était spontané. Alors, le point de départ de la crise, c'était un mécontentement généralisé. C'était le marasme dans le parti. Et je le connais parce que je vivais dans une région arabophone. Il y avait une conscience dans la base militante, une soif de connaître, qu'on aurait souhaité exister à la base. Quand j'arrivais dans les week-ends ou là, j'étais assailli. Wesh l'khbar, wesh sila, comme il disait. Qu'est-ce qu'il y a comme marchandise? Et il faisait des analyses. Alors que quand il posait des questions dans l'organisation, on demandait des éclaircissements, pourquoi il y a eu telle position, la réponse était uniforme, monotone, c'est l'indépendance, mais il fallait l'action. Qu'est-ce que c'est cette action? Derdik. Voilà, tout ça. C'était vraiment des formules floues. Et c'était vraiment un gros problème parce que il y avait un mécontentement auquel il voulait avoir une réponse. Et ceux qui, comment dire, insistaient pour avoir plus d'informations, on les traitait de mouché-mouché, comment dire, indisciplinés, ils n'ont pas confiance. Or, il y avait des raisons de ne pas avoir confiance. Par exemple, aucune explication sur la tactique, encore, tactique c'est un grand mot, mais les prises de position pour du parti, il y avait, lorsque Messali est sorti de prison, ou de son assignation à la résidence, en 1946 je crois, il a fait passer l'idée qu'il fallait participer aux élections. Ce qui était vraiment quelque chose d'insolite pour les militants de l'époque, pour lesquels pas d'élection, il y avait un ordre, comment dire, la parole au peuple, pas de... Eh bien, quel était l'argument majeur à ce moment-là pour amener les gens à participer aux élections? Les méchants qui sont intégrables ou un kafir, ils sont jahannama. Voilà. Voilà l'argument, c'est-à-dire celui qui ne participe pas au vote, il est, voilà. L'année d'après, changement de position. C'était le boycott qui était préconisé. Et quel était l'argument pour expliquer la différence entre position réformiste, position révolutionnaire, etc. Les shark, les tirabat, kafir. Mais je vous assure que ça vous paraît absurde, mais voilà où on en était. Donc, il y avait... Alors, je vais très vite puisqu'il me reste 5 minutes pour résumer. Ce qui était, pour ne pas répondre au mécontentement, et à partir du moment où ce sont des militants qui étaient, je vous ai dit pourquoi ils étaient les premiers sensibles à ces absurdités, ils ont été considérés comme des berbéristes, des séparatistes. Ça, c'était le, disons, et donc je vous épargne tous les épisodes de la crise qui sont un peu de la mémoire. Ça, c'était au niveau politique, ou plus exactement politicien. Mais il y avait un fond. Tout cela était adossé à l'absence de doctrine, à l'absence d'un projet stratégique. Ça, c'était vraiment... Et ça a été reconnu même par les dirigeants NTLD qui ont dit les années suivantes, à partir de 53, 54, qu'effectivement, nous n'avons pas une doctrine. Et les premiers qui se sont engagés sur ce terrain ont pratiquement fait quelquefois du copier-coller de certaines choses que nous avions avancées. Mais il y avait cette absence de stratégie. Et nous ne voulions pas imposer une stratégie. Nous voulions, c'est Bnaïwali ou Amalou Hamouda,
qui nous ont demandé de préparer un document qu'ils estimaient pouvoir présenter à la direction du MTAD comme base de travail, comme base de discussion, pour combler ce déficit-là doctrinal et doctrine unitaire. Eh bien, ça a été cette brochure, l'Algérie libre vivra, que nous avons décidé de publier une fois que les ponts étaient coupés. Ils ne voulaient en aucune façon. Ils avaient la possibilité de discuter de cette base que nous proposions, ou de proposer une autre base doctrinale qui aurait été... Moi, je trouve qu'il y avait encore des lacunes dans cette brochure. Nous étions en pleine sortie de l'adolescence, on a, comment dire, rassemblé des éléments pour... Et il y avait à discuter. Mais si ça n'a pas été discuté, si on n'a pas pu avancer vers une plateforme qui reflète encore plus toutes les aspirations, les composantes du sentiment national, c'est parce qu'il y a eu un refus brutal pour des enjeux de pouvoir. Pour eux, le problème, c'était de garder la direction de... C'était d'ailleurs, ça s'est bien montré par la suite, pour calmer le jeu, ils ont dit, voilà, on vous propose 2 sièges au comité central. Mais vraiment, c'était... Bon, ça nous a encore plus révoltés. Je m'arrête là, puisque je crois que... Oh, vous allez... Merci Sadak. J'ai une question pour monsieur. Pas tout de suite, s'il vous plaît. On va laisser nos amis intervenants s'exprimer. Après, on fera le débat comme on l'a fait lors de la première partie. Juste 2 ou 3 choses. Je signale un témoignage de Sadak Hajras, que Gilles Monceron, ici présent, et moi-même avons réalisé, ça fait 2 ans. Il est archivé au niveau de la BDIC à Paris, l'Université Paris-Nanterre. La deuxième des choses, pour les curieux, l'Algérie libre vivra, la brochure. En fait, elle est consultable sur le site Social Algérie. Socialgérie.net. Voilà. Social Algérie. Social Algérie. Non, voilà. Social Algérie. Voilà. Donc c'est un site qu'anime Hajras. Pour ce qui est de Saïd Ali Yahya, donc comme l'a dit Hajras, il faut différencier entre les 2 personnes, entre Saïd Ali Yahya et son frère. Juste pour l'anecdote, si on veut, Saïd Ali Yahya a été l'un des rares, je dis bien des rares, acteurs de 49 à accepter de me parler de cette crise, a accepté d'être interviewé par moi-même. Son témoignage est disponible, je l'ai publié dans ma chronologie du mouvement berbère. Je passe la parole à Saïd Douman. Contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure Omar, qu'il a présenté comme militant, il n'est pas seulement militant, mais il est aussi un fin analyste de la Kabylie, de l'économie. Donc il est enseignant à l'université Zouzou, il est économiste et membre fondateur de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Il est aussi détenu politique en 85-87 dans le procès de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Et bien sûr, il a activé au sein du MCB des années 80. Il est enseignant aussi à l'INALCO. Je ne sais, je ne suis pas très sûr, je pense qu'il est aussi docteur en littérature. Non. Je sais. Merci de me donner la parole. Donc mon rôle, c'est de
vous entretenir un petit peu des années 80. Je fais la jonction entre, à ma gauche, mon aîné Saad Hajaras et Ali Gnoul, qui est évidemment beaucoup plus jeune que moi. Donc, c'est une fresque historique que nous allons présenter. Bien entendu, moi je n'ai pas été de la génération des nationalistes. J'ai été, je pense, je le suis toujours, militant berbériste, je l'assume toujours. Je n'ai pas à en rougir, bien au contraire, c'était mon combat, je le continue. Et du reste, l'intitulé de cette thématique en rend compte. Alors, je retrouve la thématique, c'était la construction de nation à l'épreuve de l'identité amazigh. Peut-être que mes prédécesseurs ont fait la remarque. Moi, si j'avais été parmi les organisateurs, j'aurais renversé un petit peu la thématique. J'aurais dit, c'est l'identité amazigh à l'épreuve de la construction de la nation, à l'épreuve de la construction de la nation algérienne ou même marocaine, tunisienne, libyenne, où le mouvement amazigh existe. Alors, pour revenir aux années 80, bon, c'est toujours un moment d'émotion d'en parler, mais dans le même temps, je peux dire, je n'aime pas trop en parler parce que ça me rappelle quelques souvenirs à propos des anciens combattants, ou plutôt les faux anciens combattants, de tous les combats d'ailleurs, bon, qui aiment trop se mettre en avant. Donc je ne vais pas parler des événements, je pense que c'est connu. Ali Gnoul, on a fait un livre, il y a eu aussi pas mal d'écrits d'individus, d'associations. Ce que je voudrais relever, c'est 2 ou 3 choses qui me paraissent importantes et qui sont issues de ce mouvement ou de ces événements, comme parfois on les appelle. Alors, on présente assez souvent le mouvement 80 ou les événements de 80 comme une espèce d'explosion dans un ciel serein. Or, 80 et les événements 80 sont le produit d'une histoire ancienne, Saad Hajaras en a parlé, mais aussi récente. Je peux témoigner par exemple des années 70. D'ailleurs, je vois devant moi deux amis qui ont participé pleinement, Ardan Achab et Ben Mohamed, à travers au moins un fait. Le cours de Mamri, ce qu'on appelle le cours de Mamri des années 70, fin des années 60, début des années 70. C'est dans ce cours, il faut préciser c'est quoi ce cours, c'était 1 heure par semaine. Il ne faut pas croire qu'il y a eu un cours de berbère à l'université d'Alger. Hein. C'est un abus de langage. Il y a eu un cours 1 heure par semaine, plus ou moins toléré, plus ou moins clandestin, dans un amphithéâtre de la fac des lettres. Mais il est vrai que dans ce cours, hein, se sont passées bien des choses. Et en tout cas, il y a toute une élite qui a été formée dans le sillage de Mouloud de Mamri. Et si j'en parle, c'est parce que dans les années 80, dans le mouvement de 80, à Tizi Ouzou en particulier, parce que c'est là-bas que j'ai activé, j'ai retrouvé quasiment, ou en tout cas la plupart, ou en tout cas de nombreux, voilà, pour être un peu plus juste, de nombreux éléments qui ont participé au cours de Mamri. Je les ai retrouvés, soit à l'université comme enseignant, soit médecin à l'hôpital de Tizi Ouzou. Je ne me rappelle pas citer des noms, je dois l'oublier, ça peut créer de l'exclusivité, en tout cas. Et aussi quelques cadres de l'ENIM. Cela me fait dire, me fait décliner la deuxième idée,
c'est que, au départ, en tout cas, c'est comme ça que nous l'avions vécu, la question Amazigh, le mouvement culturel berbère en émergence, était au départ un mouvement d'élite. Un mouvement d'élite. Et la grande surprise de 1980, je parle sous le contrôle de la chef qui était présent, quand le mouvement a explosé, et conjoncturellement toujours, Mamri était, malgré lui, impliqué, l'histoire de la conférence que tout le monde connaît. Alors la grande surprise, c'était de nous apercevoir que la question amazigh n'était pas une question d'élite, qu'elle avait un ancrage très profond dans la société, et en particulier dans la frange la plus nord, les jeunes. La conjonction, la symbiose, c'est vite faite. Et d'ailleurs, je me souviens, on avait eu du mal à camponner, à gérer, à canaliser ce mouvement, hein, qu'on croyait réduit à l'élite. On pourrait appeler l'élite, c'est-à-dire en fait les universitaires, les étudiants et les universitaires en général. C'est le premier élément, à mon avis, intéressant et dont il faut parler. Deuxième élément, qui est aussi intéressant à relever, c'est qu'à partir de 80, la question amazigh, qui était auparavant clandestine, elle a évolué plus ou moins clandestinement, ou en exil, évidemment. À Paris, il y a eu des mouvements d'intellectuels, mais aussi d'ouvriers, il faut le dire, bon, qui activaient autour de cette question. Excusez-moi. Donc le deuxième élément, c'était donc la sortie de cette question sur la place publique. Cette élite, me semble-t-il, renforcée, confortée, encouragée par l'adhésion populaire extraordinaire, avait décidé de porter cette question sur la place publique. C'est une question nationale à débattre, au besoin dans l'affrontement, et Dieu sait que des affrontements, il y en a eu dans toute la Kabylie. Moi je peux parler de ce que j'ai vu. Les affrontements, la décennie 80, c'était une décennie d'affrontements avec les autorités.